Module 4, la biochimie des huiles essentielles. Alors ça, c'est le module le plus important en aromathérapie. C'est vraiment la base de l'aromathérapie et c'est sûrement le module qui vous fait le plus peur. Alors je vais essayer de vous expliquer ce module et de vous faire passer la biochimie des huiles essentielles avec des notions très simples, avec un graphique, pour que vous ayez facile et que ce soit ludique pour vous d'apprendre la biochimie des huiles essentielles. À la fin de ce module, vous serez capable de connaître les différentes indications et toxicités des huiles essentielles en fonction des différentes familles biochimiques qui les constituent. On va voir la relation entre la structure chimique des molécules aromatiques qui constituent les huiles essentielles et leur activité, indication ou toxicité. Contrairement à un médicament qui ne dispose que d'une molécule chimique, les huiles essentielles sont composées de centaines de molécules aromatiques différentes. Et le fait qu'elles soient constituées de plusieurs molécules aromatiques différentes fait que votre huile essentielle peut avoir plusieurs propriétés différentes. On sait qu'une même huile essentielle peut à la fois avoir des propriétés anti-inflammatoires, calmantes du système nerveux et des propriétés digestives. Je pense par exemple ici à la verveine citronnée. Vous savez que la verveine citronnée, elle va avoir un effet anti-inflammatoire, elle va avoir un effet calmant et elle aura des propriétés digestives. Donc on va prendre les huiles essentielles, on va regarder dans chaque huile essentielle quelles sont les molécules aromatiques qui sont majoritairement présentes, puisqu'on sait que dans une huile essentielle, il y a des centaines de molécules aromatiques différentes, donc on ne va pas toutes les analyser, puisque certaines sont à des doses qui sont quasi insignifiantes, mais nécessaires quand même dans l'huile essentielle. On va prendre les molécules qui sont le plus concentrées dans l'huile essentielle, et on va identifier à quelle classe biochimique ces molécules appartiennent. On va par exemple se dire, cette huile essentielle-là est composée majoritairement de phénol, d'alcool et de terpènes. Ce qui est le cas par exemple de la sarriette des montagnes. Donc on sait que la sarriette des montagnes est composée de phénol, d'alcool et de terpènes. C'est les trois composants majoritaires. Donc en fonction de ça, quand vous aurez étudié quelles sont les propriétés des phénols, quelles sont les propriétés des alcools et quelles sont les propriétés des terpènes, vous pourrez clairement identifier quelles sont les propriétés et les toxicités de la sarriette des montagnes. Mais vous pourrez également identifier quelles sont les contre-indications de la sarriette des montagnes, les effets secondaires, la posologie adéquate, donc quel dosage vous pouvez donner, combien de gouttes, combien de fois par jour, quelle voie d'administration sera la plus appropriée, est-ce que ce sera une huile essentielle dermocaustique? Dans ce cas-là, je devrais faire attention si je l'applique sur la peau. Est-ce que c'est une huile essentielle photosensibilisante? Donc tout ça, vous l'apprendrez grâce à une bonne étude de la biochimie des huiles essentielles. Et grâce à la biochimie des huiles essentielles, vous pourrez utiliser les huiles essentielles en toute sécurité. On va regarder ensemble les différentes familles biochimiques qu'on va étudier. Alors les phénols, les aldéhydes aromatiques, les alcools monoterpéniques, les oxydes terpéniques, les cétones, les esters, les éthers, les aldéhydes terpéniques, les monoterpènes, les sesquiterpènes, les sesquiterpénols, les lactones, les coumarines et les phtalides. Alors les couleurs qui sont ici reprises, ça ne veut rien dire, c'était juste pour faire joli. Donc n'allez pas chercher une quelconque signification aux couleurs. Ici, on va parler du diagramme bioélectronique des huiles essentielles qui est extrêmement important pour arriver à étudier vos familles biochimiques. Alors ne fuyez pas, restez avec moi, vous allez voir, c'est extrêmement simple et ça va vous permettre d'étudier beaucoup plus facilement vos familles biochimiques. Alors je vais le détailler un peu avec vous. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'imprimer et de l'avoir toujours à côté de vous quand vous étudiez vos familles biochimiques. Ce sera comme ça beaucoup plus visuel et vous aurez beaucoup plus facile à vous y retrouver. Alors je n'ai bien sûr pas écrit toutes les propriétés des différentes familles biochimiques parce que sinon ça aurait fait un diagramme qui n'était plus lisible. Vous, quand vous étudiez l'aromathérapie et les familles biochimiques que je vais vous donner, vous avez tout loisir de compléter le diagramme bioélectronique ici avec les différentes propriétés que vous allez rencontrer.
Souvenez-vous, c'est le diagramme que j'avais utilisé quand on a défini quel était votre tempérament hippocratique. Alors, comment on peut classer les différentes familles biochimiques? On peut les classer en molécules plutôt donneurs d'électrons, qui auront un côté froid. Et si je prends la catégorie, par exemple, des aldéhydes terpéniques, ici, vous avez par exemple l'eucalyptus citronné. Et l'eucalyptus citronné, on sait très bien qu'on pourra le mettre sur l'inflammation pour faire un effet froid. Donc c'est bien son caractère froid donneur d'électrons. Et d'ailleurs, l'eucalyptus citronné, on l'appelle le pompier de l'inflammation. On classera toutes les familles biochimiques donneurs d'électrons sur ce diagramme, en fonction qu'elles soient plus ou moins. Donc l'ester sera plus donneur d'électrons, les éthers le seront moins. Et leur caractère finalement capteur d'électrons. Donc cette molécule sera plus chaude. Et on sait qu'ici, les aldéhydes aromatiques, dont la cannelle, font partie de molécules extrêmement chauffantes. Et donc, vous risquez même de vous brûler avec de la cannelle. Il faudra faire toujours très attention quand on l'applique sur la peau et la diluer à 10%. Ensuite, regardez, vous avez les phénols ici. On sait que les phénols sont aussi caustiques et qu'il faudra les diluer à 30% avant de les appliquer sur la peau. Et regardez, si je continue en bas, j'arrive sur les terpènes ici. Et on sait que les terpènes, donc tout ce qui va être essence d'agrumes ou conifères, qui ont une très grande concentration en terpènes dans leurs huiles essentielles, vont aussi être caustiques et on conseillera de les diluer à 50%. Donc vous voyez déjà le caractère froid, rafraîchissant et le caractère chaud, chauffant des molécules aromatiques. Ensuite, on pourra les classer selon leur caractère hydrophobe, insoluble dans l'eau. Alors, il faut savoir que les huiles essentielles sont de toute façon toutes insolubles dans l'eau, mais il y en a qui vont quand même être plus hydrophobes, comme les sesquiterpènes, les terpènes, et puis il y en a qui vont être beaucoup plus hydrophiles, et là vous trouverez tout ce qui est coumarine, aldéhyde terpénique et aldéhyde aromatique. Pour les molécules qui sont dites hydrophobes, on dit qu'elles auront plutôt tendance à donner au corps un pH basique. Pour les molécules qui sont hydrophiles, on dira qu'elles ont tendance à donner au corps un pH plutôt acide. Donc vous voyez, j'ai classé toutes mes familles biochimiques en fonction de leur caractère donneur ou capteur d'électrons et leur caractère plutôt humide, hydrophile, avec un pH acide, ou leur caractère sec, hydrophobe, donc sec parce que ce n'est pas soluble évidemment dans l'eau, même si, rappelez-vous, aucune huile essentielle n'est soluble dans l'eau, mais on les classe quand même selon un caractère plutôt humide, hydrophile ou sec hydrophobe. Et je peux déterminer certaines propriétés qui peuvent être communes. Donc par exemple, si je prends mes aldéhydes terpéniques, mes esters, mes sesquiterpènes, je sais que ces trois familles biochimiques ont des propriétés anti-inflammatoires. Et donc c'est là que vous allez comprendre quelque chose d'extrêmement important, c'est que quand dans les livres, par exemple, on cherche une huile essentielle anti-inflammatoire, parfois vous allez trouver l'utilisation de l'eucalyptus citronné qui contient des aldéhydes terpéniques. Dans certains autres livres, vous pouvez trouver de la camomille noble qui contient des esters. Et encore dans d'autres ouvrages, l'anti-inflammatoire choisi sera un sesquiterpène, donc par exemple l'encens. Et donc c'est pas que l'un ou l'autre des ouvrages a tort, c'est qu'en aromathérapie, il y a plusieurs réponses possibles. Il n'y a pas une seule réponse qui est la bonne, il y a vraiment plusieurs associations possibles. Alors si je veux des propriétés mucolytiques, je vais prendre mes cétones qui sont très très mucolytiques, ou je peux prendre également mes lactones. Comme par exemple l'eucalyptus mentholé qui m'aidera bien en hiver, qui est une cétone très mucolytique, ou je pourrais aller chercher des lactones comme l'inule odorante. Si je cherche des propriétés spasmolytiques, donc par exemple pour réduire les spasmes, je pourrais aller chercher des esters ou des éthers. Et souvent, pour avoir des bonnes propriétés spasmolytiques, je vais associer un ester et un éther. Donc je pourrais très bien prendre en ester ma lavande vraie, que je vais associer à un éther mon basilic exotique.
Mais je pourrais également prendre un autre ester, je pourrais prendre la camomille noble, que j'associerais à un autre éther, l'estragon. Donc vous voyez, pour un effet sur les spasmes, je pourrais avoir lavande vraie, basilic, comme je pourrais avoir camomille, estragon. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on parle exactement de la même chose, puisqu'on a associé un ester et un éther, tout simplement. Ensuite, j'ai des huiles essentielles qui peuvent avoir des propriétés antivirales et expectorantes. Et donc, mes huiles essentielles très antivirales, ce sera mes oxydes. Donc, les oxydes ont des propriétés antivirales et en même temps expectorantes. Et ça m'arrangera beaucoup en hiver, par exemple avec mon eucalyptus radié ou mon ravinsara, puisque je vais en même temps tuer le virus, mais c'est des virus qui sont souvent liés à des bronchites, à des sinusites, à des rhumes, et donc je vais pouvoir en même temps expectorer et dégager mes sécrétions. Ensuite, les terpènes, on sait qu'ils sont notamment antiseptiques. À vous de compléter avec toutes les autres propriétés des terpènes. Et mes propriétés anti-infectieuses, donc mes huiles essentielles vraiment de l'hiver qui vont combattre toutes les infections, sont mes aldéhydes aromatiques, la cannelle par exemple, mon bazooka aromatique, moi je l'appelle Attila, tellement elle est puissante. Mes phénols, donc quand je parle des phénols, je parle de la sarriette des montagnes, de l'origan compact, du thym intimol, qui sont mes puissantes anti-infectieuses, donc je l'appelle les commandos. Et la famille la plus utilisée, les alcools. Donc les alcools sont des belles molécules anti-infectieuses, moins puissantes évidemment que les phénols ou les aldéhydes aromatiques qu'on utilisera si les alcools n'ont pas été assez puissants. Dans les alcools, on trouve le titri, le bois de rose, le thym atujanol et on en verra encore bien d'autres. Et donc vous allez voir sur le diagramme qu'on peut aussi classer les huiles essentielles en calmantes, apaisantes, si elles sont situées dans la partie haute. Donc tout ce qui va être aldéhyde terpénique, cétone, ester, sesquiterpène, coumarine. Et en propriété plutôt tonique stimulante pour les terpènes, les phtalides, les oxydes, les éthers, les sesquiterpénols, les alcools, les phénols et les aldéhydes aromatiques. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de bien imprimer cette page et on va passer aux détails de chaque famille biochimique. On va les analyser plus en profondeur. Donc vous pourrez ainsi compléter votre tableau avec les différentes propriétés qu'on va voir et ce sera beaucoup plus facile pour vous d'intégrer les différentes propriétés des familles biochimiques.